Après que ma fille de 8 ans a eu le mal des transports, mes parents l'ont jetée hors de la voiture et l'ont abandonnée sur une route déserte sous prétexte qu'elle gâchait le plaisir des autres petits-enfants. Je n'ai pas crié. J'ai agi. 2 heures plus tard, leurs vies ont commencé à s'effondrer. Mon nom est Sarah Collins, j'ai 33 ans. Tout a commencé par un appel téléphonique un mardi après-midi. J'étais à mon bureau, noyé sous les documents juridiques, quand le nom de ma mère s'est affiché à l'écran. Elle était censée être sur l'autoroute, conduisant ma fille de 8 ans, Emily, à Disney World pour des vacances en famille que j'avais payées. « Salut, maman. Tout va bien ?» ai-je demandé, une pointe d'anxiété me serrait l'estomac. « Tout va bien, ma chérie ?» a-t-elle dit, sa voix d'une gaieté déroutante. « Nous avons juste eu un petit problème. Emily a eu le mal des transports, alors tu devras venir la chercher. » Mon cœur a commencé à battre la chamade. « La chercher où ? Vous êtes arrêté à un hôtel ? » Oh, non. Nous ne pouvions pas faire ça, a-t-elle ri, un son de glace craquante. Nous avons un emploi du temps à respecter. Ton frère nous attend. Une angoisse glaciale m'envahit en entendant les voitures filer à toute vitesse en arrière-plan. Maman, ai-je dit, ma voix à peine un murmure. Où est ma fille ? Ces mots suivants furent prononcés avec le même ton désinvolte que quelqu'un utiliserait pour décrire une valise oubliée. Nous l'avons laissée à l'aire de repos juste après la frontière de l'État. Elle a son sac à dos. Tu devrais probablement te dépêcher. Le monde devint silencieux. Laissez. Mes parents avaient pris l'enfant que je leur avais confié. Et quand elle était devenue un inconvénient, ils l'avaient abandonnée sur le bord d'une route déserte comme un déchet. À cet instant, je savais que la famille que j'avais passé ma vie à essayer de satisfaire était partie. J'avais affaire à des monstres. Avant de vous dire comment tout a basculé, likez, abonnez-vous et laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. L'appel téléphonique s'est terminé, non par un clic, mais par le silence mort et vide d'une connexion coupée. Je ne me souviens pas avoir dit au revoir. La voix de ma mère avec sa conclusion effroyablement désinvolte, « Tu devrais probablement te dépêcher », résonna dans le calme soudain de mon bureau pour une seule seconde paralysante. Je suis resté assise là, ma main serrant toujours mon téléphone, mon écran sombre. Le monde autour de moi semblait se déformer. Le bourdonnement familier des lumières du bureau se transformant en un bourdonnement malveillant. Les piles soignées de mémoire juridique sur mon bureau ressemblaient à des piles de papiers insignifiantes. Ma réalité avait été coupée en deux. La vie que je venais de vivre et le cauchemar qui venait de commencer. Ma fille était seule sur le bord d'une autoroute. Cette seule pensée fut un détonateur. Elle fit exploser ma paralysie, la remplaçant par une pure adrénaline non frelatée. Ma chaise grinça contre le sol. Mon sac à main, mes clés, tout ce dont j'avais besoin était un flou de mouvements alors que je les attrapais et courais. Mon patron, Monsieur Henderson, un homme aimable et chauve qui posait toujours des questions sur le dernier projet artistique d'Emily, sortit de son bureau alors que je filais devant lui. « Sarah, tout va bien ?» a-t-il appelé, sa voix empreinte d'inquiétude. Je ne pouvais pas former de mots. Un son étranglé, mi-sanglot, mi-halètement, fut tout ce qui s'échappa de mes lèvres. J'ai juste secoué la tête, un mouvement frénétique et désespéré, et j'ai poussé les lourdes portes vitrées du hall, l'air conditionné cédant la place à la chaleur épaisse et humide de l'après-midi. Le parking était un labyrinthe de béton, et mes pas résonnaient follement alors que je sprintais vers ma voiture, tâtonnant avec les clés. Mes mains tremblaient si violemment que je les ai laissées tomber 2 fois avant de réussir enfin à déverrouiller la porte. Au moment où je suis monté à l'intérieur, j'ai quitté la place de stationnement en trombe, les pneus crissant de protestation. Le trajet fut un brouillard frénétique de mouvement et de terreur pure. LI 71 Nord s'étendait devant moi, un ruban d'asphalte gris qui semblait d'une longueur impossible. Chaque autre voiture sur la route était un obstacle, une frustration lente dans un monde qui était soudainement devenu une course contre la montre. Mon pied était soudé à l'accélérateur, l'aiguille du compteur de vitesse grimpant au-delà de 80, puis de 90. Je me fichais des contraventions pour excès de vitesse, de la loi, de quoi que ce soit d'autre que l'unique mission palpitante, atteindre Emily. Mon esprit, un endroit habituellement ordonné par les statuts juridiques et les précédents jurisprudentiels, devint une chambre de torture chaotique de pire scénario. Chaque borne kilométrique passée était un nouveau supplice. 1 heure, ma mère avait dit qu'il l'avait laissée il y a 1 heure. 1 heure est une éternité pour un enfant.
Je la voyais dans mon esprit, petite et terrifiée, son sac à dos de licorne rose sa seule compagne. Pleura-t-elle? Avait-elle essayé de courir sur la route? Un étranger l'avait-il approché? Les images étaient vives et horribles, chacune une nouvelle décharge de panique dans ma poitrine. Je serrais le volant jusqu'à ce que mes jointures soient blanches comme l'os, mes ongles s'enfonçant dans le cuir souple, comme si la douleur physique pouvait d'une manière ou d'une autre ancrer le chaos spiralant dans ma tête. Pour maîtriser la folie, j'ai essayé de me concentrer sur ma colère. C'était une émotion plus pure que la peur, une flamme chaude et vive qui brûlait l'angoisse glaciale. J'ai repassé les mots de ma mère, son ton léger, l'absence totale d'inquiétude. Elle a fait un dégât. C'était désagréable. La maladie et la peur de ma propre enfant réduite à un inconvénient, une tache sur le revêtement. L'égoïsme a coupé le souffle. Ils avaient un emploi du temps à respecter, un vol à prendre, des vacances à commencer, des vacances que j'avais aidé à financer, croyant que cela apporterait de la joie à ma fille. L'ironie était un acide amer dans ma gorge. Je me suis souvenu d'une conversation d'il y a des années, quand Émilie n'était qu'une tout petite. Nous étions à un barbecue familial et Émilie avait accidentellement renversé un verre de thé glacé sur la table de patio blanche immaculée de ma mère. Ma mère avait soupiré dramatiquement, attrapant une liasse d'essuie-tout. Honnêtement, Sarah, avait-elle dit, sa voix serrée d'agacement. Les enfants ne sont qu'un long désordre collant. J'avais ri à l'époque, mais maintenant le souvenir me paraissait sinistre. Elle ne voyait pas la simple erreur d'un enfant. Elle voyait une tache sur son monde parfait. Et maintenant, elle avait traité Émilie de la même manière, comme un désordre à nettoyer, à enlever et à laisser derrière elle pour que son voyage puisse continuer, immaculé et ininterrompu. J'ai essayé de rappeler le téléphone d'urgence d'Émilie. Ce petit appareil bon marché que je lui avais acheté pour des moments comme celui-ci. Il était censé être une bouée de sauvetage. Chaque sonnerie sans réponse était une nouvelle vague de nausées. La batterie était-elle morte? L'avait-il pris? Les questions me martelaient, incessantes et sans réponse. J'ai klaxonné alors que quelqu'un devant moi lambinait sur la voie rapide. Un son guttural et rauque de rage s'échappa de mes lèvres. Finalement, après une heure agonisante qui sembla une décennie, j'ai vu le panneau bleu indiquant l'aire de repos. Aire de repos à 1 mile. Mon cœur bondit dans ma gorge. Je n'ai ralenti que légèrement et j'ai pris la rampe de sortie bien trop vite, la voiture gémissant alors que je virais sur la voie d'accès. L'aire de repos était exactement comme je l'avais imaginé, un triste et solitaire lopin de terre entretenu par le gouvernement. Quelques chauffeurs dormaient dans leur cabine à l'extrémité du parking. Une seule berline était garée près du bâtiment des toilettes en béton lugubre. L'endroit avait une atmosphère de transience et de négligence. Un endroit où les gens passaient mais ne restaient jamais. Un endroit pour laisser quelque chose ou quelqu'un que l'on ne voulait pas. Et puis je l'ai vue. Elle se tenait sous un énorme chêne étalé, ses feuilles bruissant au gré de la brise créée par les camions qui passaient, exactement comme ma mère l'avait dit, comme si elle était un colis laissé pour être ramassé à un point de dépôt désigné. Elle serrait les bretelles de son sac à dos, son petit corps rigide. De cette distance, je pouvais voir le rose vif de sa veste, une touche d'innocence enfantine dans un monde gris et austère. Elle ne cherchait pas autour d'elle. Elle fixait droit devant elle, son regard figé sur le flux incessant de voitures sur l'autoroute, son expression totalement vide. C'est le calme qui me brisa. Elle ne criait pas, ne courait pas en panique. Elle était figée, une minuscule statue de choc et d'abandon. J'ai claqué la voiture en position P, sans même prendre la peine de la garer complètement. Le moteur tournait encore alors que j'ouvrais la portière et trébuchais sur l'asphalte. Mes jambes étaient faibles, chancelantes. J'ai crié son nom, un son arraché au plus profond de mon âme. Émilie. Sa tête tourna vivement vers moi. Un instant, son visage était blafard de confusion, comme si j'étais un fantôme, une apparition que son esprit avait conjurée. Et puis, la reconnaissance apparut, son expression vide se dissipa, son visage se froissa, et les sanglots déchirants d'un enfant qui avait tout retenu éclatèrent enfin. Elle laissa tomber le sac à dos et courut. Je la rencontrai au milieu du parking fissuré et vide, tombant à genoux alors que son petit corps tremblant s'écrasait contre le mien. Je l'enveloppai de mes bras, la serrant si fort que j'avais peur de la blesser. Elle enfouit son visage dans mon cou, et ses larmes étaient chaudes contre ma peau. Les sons qu'elle faisait n'étaient pas seulement des pleurs. C'étaient des hurlements de chagrin et de peur.
Les sons d'un enfant dont le monde venait d'être irrémédiablement brisé. Je la tenais, la berçant d'avant en arrière, mes propres larmes silencieuses coulaient sur mon visage, mouillant ses cheveux. « Je suis là », murmurai-je encore et encore. Les mots un mantra désespéré. « Maman est là. Tu es en sécurité maintenant. Je te tiens. Je ne te laisserai jamais, jamais partir. » Après ce qui me sembla une éternité, ses sanglots commencèrent à s'apaiser, se transformant en halètements tremblants. Elle recula juste assez pour me regarder, ses beaux yeux bruns cerclés de rouge et nageant dans une blessure si profonde qu'elle me coupa le souffle. Ils étaient fâchés contre moi, maman, murmura-t-elle, sa voix rauque d'avoir pleuré. Grand-mère a dit que j'avais ruiné les nouveaux tapis de voiture. Elle a dit que j'étais un bébé. Sa lèvre inférieure trembla alors qu'elle luttait contre une nouvelle vague de larmes. Elle a dit, j'ai tout ruiné. La cruauté brute et non filtrée de ces mots me frappa avec la force d'un coup physique. Ruiner tout, ma fille de 8 ans. J'encadrai son petit visage dans mes mains, mes pouces caressant doucement ses joues tachées de larmes. Je forçai ma voix à être calme, à être l'encre dont elle avait besoin dans cette tempête. Écoute-moi, Émilie, dis-je, la regardant directement dans les yeux, voulant qu'elle me croie. Tu n'as rien fait de mal. Absolument rien. Tomber malade n'est pas de ta faute. Être un enfant n'est pas de ta faute. Ce qu'ils ont fait, était mal. C'était méchant et c'était cruel et c'était de leur faute. Pas la tienne. Jamais la tienne. J'ai ramassé son sac à dos abandonné et l'ai conduite à la voiture. Je l'ai attachée dans son siège rehausseur, mes mains tremblant toujours alors que je passais la ceinture de sécurité sur sa petite silhouette. Elle n'a pas parlé pendant le trajet de retour. Elle serrait juste le doux alpaga en peluche que je gardais sur la banquette arrière, son regard distant et perdu alors qu'elle regardait le monde filer devant sa fenêtre. Le silence dans la voiture était une chose vivante, épais de son traumatisme inexprimé et de mes propres promesses silencieuses et furieuses. C'était une limite. C'était une déclaration de guerre. Mes parents n'avaient pas seulement laissé ma fille sur le bord de la route. Ils avaient laissé derrière eux toute prétention à faire partie de nos vies. Ils avaient choisi des vacances plutôt que leur petite fille, et moi, à cet instant, j'ai choisi mon enfant plutôt que tout le reste. Le voyage de retour fut enveloppé d'un silence lourd et surnaturel. Émilie s'était endormie, épuisée, sur la banquette arrière. Sa tête appuyée contre la fenêtre, son petit visage paisible d'une manière qui démentait le traumatisme de la journée. Mais pour moi, le silence était assourdissant. C'était un espace vide que mon esprit se précipita à remplir des fantômes du passé. La cruauté désinvolte de ma mère, la complicité passive de mon père. Ce n'était pas une aberration soudaine. C'était le point d'arrivée brutal et logique d'une vie de conditionnement. Ce qu'ils ont fait à Émilie sur le bord de la route n'était qu'un écho plus fort, plus horrible de ce qu'ils me faisaient depuis 33 ans. Après avoir porté Émilie endormie dans la maison, l'avoir bordée dans son lit et embrassé son front, je suis allé dans le salon et me suis enfoncé sur le canapé dans l'obscurité. Je n'ai pas allumé la lumière. Je ne voulais pas voir les joyeuses photos de famille sur la cheminée. Des photos de Noël et d'anniversaire où j'avais souri pour l'appareil photo, faisant semblant que nous étions la famille heureuse et normale que je désirais si désespérément que nous soyons. Dans l'obscurité, la vérité semblait plus proche, plus nette. Le passé n'était pas seulement une collection de souvenirs. C'était une carte, et chaque route sur elle menait directement à ce moment catastrophique. Mon frère Marc était le soleil. J'étais au mieux une lune lointaine, visible seulement quand ma propre lumière reflétait la sienne. Dès nos premiers jours, la dynamique était établie. Je me souviens d'un après-midi d'été spécifique quand j'avais 9 ans. J'avais passé des semaines à travailler sur un projet de foire scientifique, un modèle ridiculement ambitieux du système solaire avec de minuscules planètes peintes à la main qui tournaient réellement avec une petite manivelle que j'avais construite à partir d'un vieux batteur à eux. J'en étais si fier. J'étais resté éveillé tard des nuits entières, mes doigts couverts de colle et de peinture. Le jour de la foire, je vibrais pratiquement d'excitation. Mais ce matin-là, Marc, qui avait 12 ans, a annoncé qu'il avait été sélectionné pour l'équipe régionale de baseball junior. Ma foire scientifique était ce soir-là. Sa première pratique était exactement au même moment. Il n'y a jamais eu de question quant à la priorité familiale. Mon père lui a tapé dans le dos, rayonnant de fierté, tandis que ma mère a immédiatement commencé à parler de lui acheter de nouvelles chaussures à crampons.
Quand je leur ai tranquillement rappelé ma foire scientifique, ma mère a agité la main de manière dédaigneuse. « Oh, ma chérie, c'est juste pour un ruban », avait-elle dit. « C'est une véritable réussite pour ton frère. Cela pourrait mener à une bourse un jour. » Mon père m'a conduite au gymnase de l'école et m'a déposée à la porte. « Tu te débrouilleras bien toute seule, n'est-ce pas, sport ?» a-t-il dit, me décoiffant. Nous ne pouvons pas manquer la première pratique de Marc. Je suis resté là, seul, à côté de mon système solaire, regardant les parents d'autres enfants admirer leurs projets, leurs visages rayonnant de fierté. J'ai obtenu un ruban bleu. Quand je l'ai montré à mes parents plus tard cette nuit-là, mon père l'a regardé et a dit « C'est super, Sarah ». Avant de se retourner vers Marc pour analyser chaque lancer et chaque frappe de sa pratique, mon ruban a été rangé dans un tiroir. La première photo d'équipe de Marc a été encadrée et accrochée au centre du mur du salon. Ce schéma de rejet est devenu le décor constant de mon enfance. Chaque réussite de m'apparaissait « bien, ma chérie », tandis que chaque succès mineur de Marc était une occasion de célébration familiale. Quand j'ai été accepté dans un programme de pré-droit prestigieux à Ohio State, un objectif pour lequel j'avais travaillé sans relâche, la réaction de mes parents fut discrète. « C'est pratique », avait commenté mon père. « Tu auras un bon emploi stable. » Il n'y a pas eu de fête, pas de banderole, pas d'appel téléphonique fier aux parents. Quelques mois plus tard, lorsque Marc a décidé d'abandonner le collège communautaire pour se trouver et poursuivre la conception graphique indépendante, ils ont loué son courage et sa créativité. « C'est un artiste », disait ma mère à ses amis avec un fier soupir. « Il ne peut pas être lié à une voie conventionnelle. » Ils ont soutenu son parcours artistique avec une généreuse allocation mensuelle. Tandis que je travaillais 2 emplois à temps partiel pour payer mes manuels et mon loyer, leur langage était une masterclass d'invalidation subtile. Ils n'ont jamais dit « Nous aimons Marc davantage ». Ils ont dit « Marc a juste plus besoin de nous en ce moment ». Ils n'ont jamais dit « Tes réalisations n'ont pas d'importance ». Ils ont dit « C'est merveilleux, Sarah, mais as-tu entendu ce que Marc vient de faire ?» Ils ont encadré sa dépendance comme une vertu et mon indépendance comme une attente. J'étais la responsable, la fiable, celle qui ne causait pas de problème. J'avais pensé que c'était des compliments, des insignes d'honneur que j'avais gagnés. Je voyais maintenant que ce n'était que des étiquettes pour mon rôle dans le système familial, le pilier de soutien qui maintenait tout pour que l'enfant prodige puisse briller sans aucune pression. La partie la plus douloureuse était la façon dont j'avais tout intériorisé. J'ai passé toute ma vie à essayer d'être parfaite, croyant que si j'étais juste assez responsable, assez réussie et assez peu exigeante, je finirais par gagner ma part égale de leur amour et de leur fierté. Je suis devenu une personne très performante, non seulement pour moi-même, mais pour eux, espérant leur présenter une réalisation si significative qu'ils ne pourraient pas l'ignorer. Mais rien n'était jamais suffisant. J'ai obtenu mon diplôme universitaire avec mention, réussi l'examen de certification de parajuriste du premier coup et décroché un emploi dans un cabinet d'avocats respecté. Et pourtant, lors des réunions de famille, la conversation revenait toujours au dernier projet freelance de Marc ou à ses vagues projets de créer une entreprise de t-shirts. Quand je suis tombé enceinte d'Émilie, une petite partie de moi, folle, a espéré qu'un petit enfant changerait tout. J'ai pensé que l'amour pur et inconditionnel pour un bébé réinitialiserait d'une manière ou d'une autre la dynamique familiale brisée. Pendant un certain temps, cela a semblé possible. Il la chouchoutait quand elle était bébé, lui achetait de jolies tenues et la pavanait devant leurs amis. Mais à mesure qu'elle grandissait, les anciens schémas réapparaissaient. Ils annulaient les plans de garde d'Émilie si Marc avait besoin qu'il garde ses enfants. Ils oubliaient son anniversaire, mais organisaient une fête somptueuse pour leurs autres petits-enfants. Ils voyaient Émilie non pas comme une personne à part entière, mais comme une extension de moi, la branche secondaire, moins importante, de l'arbre généalogique. Assise là, dans l'obscurité suffocante de mon salon, les souvenirs se sont coalescés en une seule vérité dévastatrice. Ce n'était pas une famille. C'était une hiérarchie. Et ma fille et moi étions en bas. Ils n'avaient pas seulement abandonné Émilie sur le bord d'une route. Ils m'avaient abandonné de manière subtile et douloureuse toute ma vie. Ils m'avaient laissé à la foire scientifique. Ils m'avaient exclu de leur célébration. Ils m'avaient laissé me débrouiller seul émotionnellement et financièrement. Ce soir, ils avaient simplement rendu la métaphore littérale. Ils avaient pris la personne qui comptait plus pour moi que la vie elle-même et l'avaient physiquement laissée derrière. La douleur creuse dans ma poitrine commença à se solidifier,
se transformant du chagrin en quelque chose de froid et dur. C'était de la détermination. J'avais passé une vie à accepter des miettes d'affection, me disant que c'était mieux que rien. J'avais permis à leur dysfonctionnement de définir ma valeur. Plus maintenant. Le cycle de la négligence s'arrêtait ici. Il ne serait pas transmis à ma fille. Elle n'aurait jamais à rester seule, attendant l'amour et l'approbation de personnes incapables de les donner. Elle m'avait. Et je réalisais enfin que j'étais suffisante. Je devais l'être parce que la protéger signifiait enfin me libérer d'eux. Et c'était une bataille que je n'étais plus prête à perdre. Alors que la première lumière grise de l'aube commençait à filtrer à travers mes stores, mon chagrin et ma rage firent place à un calcul froid et pratique. Les familles ne sont pas seulement liées par le sang et l'émotion. Elles sont aussi liées par les finances. Et dans ma famille, ces liens financiers n'étaient pas des cordes de soutien mutuel, mais des chaînes de ma propre fabrication. Des chaînes que j'avais volontairement aidé à forger. Pendant des années, je m'étais autorisé à être le distributeur automatique de billets familial, le contact d'urgence, le soutien financier. Je l'avais fait sous l'illusion que ma valeur monétaire se traduirait d'une manière ou d'une autre en valeur émotionnelle. Les événements des dernières 24 heures avaient prouvé de la manière la plus brutale possible que j'avais fait un terrible investissement. Je suis allé dans mon petit bureau à domicile et j'ai allumé mon ordinateur. L'écran s'est allumé, illuminant une feuille de calcul que je tenais méticuleusement à jour, contribution familiale. Je l'avais commencé il y a des années, non par ressentiment, mais par besoin d'ordre, une habitude de parajuriste de tout suivre. En la regardant maintenant, elle ressemblait moins à un grand livre qu'à un registre de ma propre exploitation. Les postes étaient une histoire de ma folie. Il y avait les $5000 que j'avais prêtés à mon père il y a 5 ans quand sa voiture était tombée en panne. Il avait promis de me rembourser par versement mensuel. Il a fait 3 paiements, puis les excuses ont commencé. Les choses sont serrées ce mois-ci. Sarah, Marc avait besoin d'un petit coup de main. Le prêt n'a plus jamais été mentionné. J'avais laissé tomber, ne voulant pas provoquer une dispute familiale pour de l'argent. Puis il y a eu la croisière en Alaska pour leur 40e anniversaire. Ma feuille de calcul indiquait le chiffre exact, $3218 pour les billets de mes parents et d'Émilie. Je me souvenais de la conversation très clairement. Ma mère avait appelé, sa voix pleine d'excitation à propos du voyage, à propos de réunir toute la famille. Quand elle a mentionné le coût, j'ai hésité. Je ne sais pas, maman. C'est beaucoup d'argent en ce moment. Sa voix était immédiatement devenue froide, empreinte de déception. Oh, avait-elle dit, je vois. Je pensais juste. Eh bien, je suppose que si c'est trop pour toi, nous comprenons. C'était un classique voyage de culpabilité, exécuté de main de maître. Le message tacite était clair. Si je ne payais pas, je serais celle qui ruinerait le portrait de famille parfait. Alors, j'ai payé. J'ai vidé mon compte d'épargne d'urgence, celui que j'avais constitué pour des moments comme un moteur de voiture cassé ou une facture médicale soudaine pour Émilie. Je l'ai dépensé pour des vacances où j'étais traité comme une invitée, tandis que Marc et sa famille étaient traités comme les invités d'honneur. Mais la plus grande entrée sur la feuille de calcul, celle qui me nouait l'estomac d'anxiété chaque fois que je la voyais, était l'hypothèque. Il y a 2 ans, ils m'ont assise dans leur salon. Mon père avait un dossier de documents officiels sur la table basse. Il a expliqué d'un ton calme et rationnel que leur taux d'intérêt variable était sur le point de monter en flèche et qu'ils devaient refinancer. Le problème, a-t-il dit, était que leur crédit n'était pas assez solide pour obtenir un bon taux fixe. La banque a besoin d'un co-signataire, Sarah, avait-il dit, me regardant droit dans les yeux. Quelqu'un avec un revenu stable et une bonne cote de crédit. Nous ne demanderions jamais à Marc de faire cela. Ma mère avait ajouté, posant sa main sur mon bras. Il a sa propre famille à gérer, et ses revenus ne sont pas aussi fiables que les tiens. Tu es la responsable. Tu l'as toujours été. Ils avaient présenté cela comme un compliment, une reconnaissance de ma réussite. Ils avaient loué ma discipline financière, la discipline même que j'avais développée parce que je savais que je ne pouvais jamais compter sur eux pour de l'aide. C'était une manipulation magistrale. Ils utilisaient ma force, une force née de leur négligence, comme un outil à leur propre avantage. Je savais que c'était un risque colossal. Chaque fibre de mon être, entraînée à évaluer les risques et les responsabilités, criait « non ». Mais j'ai regardé leurs visages inquiets, la maison dans laquelle j'avais grandi,
et j'ai pensé qu'il serait forcé de la vendre. La culpabilité était accablante. J'étais leur seul espoir, avait-il dit. Alors, j'ai signé. Ma signature sur ce document fut le plus lourd des carcans. Elle me liait légalement à leur destin financier, faisant de leurs problèmes mes problèmes. L'insulte finale fut le soi-disant fonds d'urgence familial. Ma mère l'avait proposé comme un moyen prévoyant pour nous tous d'être préparés. Juste un petit peu de chacun de nous chaque mois, avait-elle suggéré, pour les vraies urgences. Une visite à l'hôpital, une réparation majeure de voiture. Nous serons tous protégés. Cela semblait si sensé. J'ai mis en place un virement mensuel automatique de $200. Cela semblait la chose responsable à faire pour un adulte. Pendant 3 ans, cet argent a disparu de mon compte. L'urgence qui a finalement révélé la vérité fut quand un relevé bancaire du compte joint a été accidentellement envoyé à mon adresse. Je l'ai ouvert, pensant que c'était une erreur. Mes yeux ont parcouru l'historique des transactions. Il n'y avait aucune contribution de mes parents ni de Marc, seulement mes dépôts mensuels. Et les retraits, c'était un catalogue de leurs désirs. Un paiement de $200 à un Best Buy pour le nouvel ordinateur de Marc, une dépense de $700 dans un complexe spa de luxe pour le week-end d'anniversaire de mes parents, une série de retraits d'argent juste avant Noël. Ce n'était pas une police d'assurance. C'était ma subvention privée de leur style de vie. La rage que j'ai ressentie à ce moment-là était froide et silencieuse. Je ne les ai pas confrontés. À quoi bon ? Ils auraient eu une douzaine d'excuses. Ils auraient tout tordu pour me faire passer pour égoïste et ingrate. Alors, j'ai fait la seule chose que je pouvais faire. J'ai tranquillement annulé le virement automatique. Ils n'en ont jamais parlé. Ils ont juste cessé d'avoir une caisse noire. Et je suis sûr qu'ils l'ont blâmé sur l'économie ou la malchance ou n'importe quoi d'autre que la vérité. En regardant les chiffres maintenant, les dizaines de milliers de dollars que j'avais versés dans ce trou noir de famille, j'ai ressenti une honte profonde et écœurante. Je n'étais pas seulement une victime de leur manipulation. J'étais une participante active. Je l'avais permis. J'avais financé ma propre marginalisation. Je l'ai fait parce que j'étais affamé de leur approbation. Désespéré d'un signe que je comptais autant que mon frère. Je pensais que si je pouvais être juste assez utile, assez fiable, assez généreuse, ils n'auraient pas d'autre choix que de m'aimer. Mais la nuit dernière a prouvé que leur amour n'était pas à vendre parce qu'il n'existait pas. Pas pour moi. Mon argent ne m'avait pas acheté une place à table. Il m'avait juste fait payer le repas. Et quand mon propre enfant, la personne que j'aimais plus que tout, est devenu un obstacle à leur confort, un confort que j'avais si généreusement fourni, ils l'ont jeté. La connexion était si claire, si douloureusement directe. L'essence dans leur voiture, la voiture elle-même, la liberté financière même qui leur a permis d'être sur cette autoroute. J'avais aidé à tout payer. J'avais financé le véhicule de l'abandon de ma fille. Cette réalisation fut la clé finale, celle qui a déverrouillé la prison d'obligation que j'avais construite pour moi-même. Plus jamais. La banque de Sarah était officiellement fermée et chaque chaîne que je leur avais permis de me poser allait être brisée. Le voyage à Orlando n'était pas une idée spontanée. C'était un fantasme soigneusement construit et j'en étais l'architecte en chef et l'unique financier. Les graines avaient été plantées des mois auparavant, lorsque la famille de Marc était revenue de leur voyage de l'année précédente à Disney World. Ils étaient revenus avec des bronzages, des t-shirts souvenirs et un album rempli de photos brillantes et souriantes. Mon neveu et ma nièce, juste quelques années plus âgés qu'Emily, avaient passé un dîner entier du dimanche à nous raconter des histoires de Space Mountain, du château de Cendrillon et de personnages de dessins animés grandeur nature. Emily était assise à table, totalement hypnotisée. Elle écoutait avec une révérence aux yeux écarquillés. Une petite observatrice silencieuse à l'extérieur d'un monde magique. Pendant des semaines après, Disney était tout ce dont elle pouvait parler. Elle dessinait des châteaux et des princesses. Elle fredonnait « It's a Small World » en jouant avec ses poupées. Elle a commencé une petite tirelire Disney dans un vieux pot de confiture, déposant solennellement son allocation hebdomadaire, me disant qu'elle économisait pour pouvoir y aller, elle aussi. Chaque cliquetis d'une pièce de 25 cents dans ce pot était un petit crève-cœur pour moi. Elle essayait d'acheter sa place dans une expérience familiale dont elle savait instinctivement qu'elle n'était pas automatiquement incluse. Je savais avec une certitude lasse que lorsqu'ils planifieraient leur prochain voyage, Emily et moi serions une arrière-pensée,
si nous étions une pensée du tout. Alors, j'ai décidé d'être proactive. J'allais forcer notre inclusion. Utilisant le seul outil que j'avais et qu'il semblait valoriser, mon argent, j'ai répété l'appel téléphonique dans ma tête pendant des jours avant de finalement prendre le courage de le faire. Salut, maman, ai-je commencé, ma voix s'efforçant d'adopter un ton léger que je ne ressentais pas. Je pensais juste à quel point les enfants se sont amusés à Orlando l'année dernière, et combien Emily a adoré entendre leurs histoires. Oh, c'était merveilleux, a dit ma mère. Marc parle déjà d'y retourner ce printemps. C'était mon ouverture. Eh bien, c'est pour ça que j'appelais, ai-je dit. Mon cœur commençait à battre un peu plus vite. Je sais que je ne peux pas prendre de congé, mais je pensais que j'aimerais qu'Emily puisse y aller avec vous tous pour vivre cette expérience avec ses cousins et ses grands-parents. Il y eut une pause calculée à l'autre bout. Eh bien, Sarah, c'est une gentille pensée, mais c'est beaucoup demandé. Une enfant de 8 ans est une grande responsabilité, surtout dans un endroit aussi bondé, et c'est très cher. Son hésitation était le premier coup dans notre négociation tacite. Elle fixait le prix. Bien sûr, ai-je dit rapidement, les mots que j'avais répétés défilant. Je ne m'attendrai jamais à ce que vous payiez. Je couvrirai tout pour elle. Son vol, ses billets pour le parc, sa nourriture, une part de l'hôtel, tout. Elle ne vous coûterait pas un centime. Je veux juste qu'elle ait les souvenirs. Le froid dans la voix de ma mère se dissipa instantanément. Eh bien, quand tu le dis comme ça, je suppose que ce serait charmant pour les cousins d'être ensemble. Laisse-moi en parler à ton père, et nous calculerons les coûts. L'appel de mon père est arrivé une semaine plus tard. Il était bref et professionnel, énumérant les dépenses avec le détachement d'un comptable. Le vol, les passes pour le parc, l'hôtel, un fonds divers pour la nourriture et les souvenirs. Le grand total était de $2400. Le nombre était si rond, si net que je savais qu'il avait été fabriqué. Ce n'était pas un calcul. C'était une étiquette de prix. Le prix pour l'inclusion de ma fille. Je n'ai pas remis cela en question. Je n'ai pas demandé de reçu ou de confirmation de réservation. Le faire aurait été admettre que c'était une transaction, pas un geste d'amour familial, et je m'accrochais encore désespérément à cette illusion. D'accord, ai-je dit, ma voix ne trahissant rien du choc que je ressentais. Ça me semble bien. Je virerai l'argent demain. Le jour où je suis allé à la banque était un mardi gris et pluvieux. Je faisais la queue, le bordereau de retrait à la main, ressentant un profond sentiment de sacrifice. L'argent venait de mon fonds pour ma future maison, le compte d'épargne qui représentait mon rêve le plus cher, une petite maison sûre pour nous, avec un petit jardin pour qu'Emily puisse jouer. Alors que la caissière comptait les billets de 20 et $50 de mon compte, j'ai ressenti une pointe de chagrin pour ce rêve. Mais je l'ai refoulé, la remplaçant par des visions du visage d'Emily s'illuminant à la vue des feux d'artifice au-dessus du château. Ceci, me suis-je dit, était un investissement dans son bonheur. C'était plus important que les briques et le mortier. Les semaines précédant le voyage furent un tourbillon de préparatifs excitants. Nous avons fait du shopping pour un nouveau maillot de bain et une paire de lunettes de soleil Minnie Mouse. Nous avons préparé sa petite valise à roulettes ensemble, pliant soigneusement ses vêtements et glissant son lapin en peluche préféré. Emily bavardait sans cesse sur les attractions qu'elle ferait, les princesses qu'elle espérait rencontrer. Sa joie était si pure, si absolue que cela m'a presque convaincu que j'avais fait la bonne chose. J'avais l'impression de lui offrir un morceau de l'enfance magique que je n'avais jamais eu. Le matin de leur départ, je l'ai conduite chez mes parents avant le lever du soleil. L'air était froid et immobile. J'ai répété les instructions une dernière fois, ma voix frisant la panique. Son médicament contre les allergies était dans la poche avant de son sac. Son téléphone d'urgence était entièrement chargé et accroché à sa veste. J'avais emballé ses snacks non périssables préférés. Je ressentais une anxiété lancinante au creux de l'estomac, un sentiment de pressentiment que je ne pouvais pas secouer. Je me suis dit que c'était juste une inquiétude parentale normale. Je me suis agenouillé pour serrer Emily dans mes bras, enfouissant mon visage dans ses cheveux, respirant son odeur familière de petite fille. « Amuse-toi bien, d'accord » ai-je murmuré. « Sois à l'écoute de mamie et papy. Et appelle-moi tous les soirs avant de te coucher. »« Je le ferai, maman » a-t-elle dit. Sa voix étouffée contre mon épaule. « Je t'aime. Je t'aime plus que tout au monde » ai-je dit, la serrant un peu plus fort.
Je me suis levé et j'ai fait face à mes parents. Merci encore pour ça, ai-je dit, forçant un sourire reconnaissant. Ça signifie tout pour elle. Ne sois pas idiote, ma chérie, a dit ma mère, me tapotant le bras d'un geste qui se voulait rassurant, mais qui semblait dédaigneux. Nous sommes la famille. Mon père a juste hoché la tête, ses yeux déjà sur la route, impatient de partir. Maintenant, a ajouté ma mère. Nous devons vraiment y aller. Nous avons un emploi du temps à respecter. Je suis resté sur leur allée, agitant la main alors que leur voiture disparaissait au bout de la rue, une boule se formant dans ma gorge. J'ai regardé jusqu'à ce que les feux arrière rouges ne soient plus que de minuscules points au loin. Le sentiment de pressentiment s'est renforcé, mais je me suis retourné et suis retourné à ma voiture, me disant encore et encore que c'était une bonne chose. J'avais acheté à ma fille un billet pour le paradis. J'avais payé le prix. J'avais fait ma part. Et maintenant, après coup, toute l'horreur de cette transaction était claire. Je ne lui avais pas acheté un billet pour le paradis. J'avais payé ses ravisseurs. Je leur avais donné l'argent pour la conduire à l'endroit où ils l'abandonneraient. Chaque dollar de ces 2004 cents s'était entaché. C'était le prix des larmes de ma fille, le coût de sa terreur, la compte sur une vie de traumatisme. Le fantasme que j'avais si soigneusement construit et payé s'était dissous, révélant la vérité laide et pourrie de ma famille en dessous. Et moi, la folle qui avait tout payé, était laissée pour nettoyer le désordre. Je suis resté sur le canapé jusqu'à ce que le soleil se lève complètement, peignant le salon de rayures de lumière pâle et impitoyable. L'épuisement était osseux, un poids physique pesant sur moi. Mais mon esprit était d'une clarté anormale, aiguisé comme une lame de rasoir par le torrent de chagrin et de souvenirs de la nuit. La tempête d'émotions était passée, et à son réveil était un paysage d'une clarté nette et froide. La question n'était plus pourquoi cela s'était produit, ou comment je pouvais réparer ma famille brisée. La seule question qui restait était ce que j'allais faire à ce sujet. Je suis entré doucement dans la chambre d'Émilie. Elle dormait encore, sa petite poitrine montant et descendant à un rythme régulier. Un bras était jeté au-dessus de sa tête, ses doigts serrés lâchement autour de l'oreille de son lapin en peluche. Elle avait l'air si paisible, si innocente. Une nouvelle vague de fureur protectrice m'envahit. Il lui avait pris cette paix. Ils avaient introduit une cruauté adulte brutale dans le monde de son enfant. Ils avaient essayé de lui apprendre qu'elle était un inconvénient, un problème à jeter. Je me suis agenouillé à côté de son lit, ma main caressant doucement ses cheveux de son front. Un vœu se forma dans mon cœur, silencieux mais absolu. Une promesse qui résonnait au plus profond de mon âme. Cela ne t'arrivera plus jamais. Ce n'était pas seulement une pensée. C'était une recalibration de tout mon être. Pendant 33 ans, la mission de ma vie avait été de gagner l'amour de mes parents. À partir de ce moment, ma mission était de protéger ma fille d'eux. Et pour ce faire, je devais démanteler systématiquement tous les liens qui me liaient à eux. Il était temps de brûler les ponts, de saler la terre et de bâtir une forteresse autour du nouveau monde, plus petit et plus sûr, qui ne consisterait qu'en Émilie et moi. Mon premier acte de guerre fut silencieux et numérique. Je suis allé dans mon bureau, la feuille de calcul de ma servitude financière brillait toujours sur le moniteur. Je ne l'ai pas fermée. Je la voulais là comme un rappel, comme un carburant. J'ai ouvert mon portail bancaire en ligne, mes doigts bougeant avec une précision stable et délibérée. J'ai navigué jusqu'à la page des paiements automatiques. Le voici. Fonds d'urgence familial. Un virement mensuel de 200 $. J'ai regardé l'entrée, un symbole de ma propre crédulité. D'un simple clic satisfaisant, le virement a été annulé. Ensuite, je suis allé sur le compte joint lui-même, celui sur lequel mon nom figurait toujours. J'ai initié un virement du solde restant, une modique somme de 47,18 $, vers mon propre compte courant, puis j'ai trouvé l'option pour me retirer en tant que titulaire de compte. Quelques clics de plus et un message a confirmé que ma demande avait été soumise. C'était un petit acte, mais il m'a semblé monumental. C'était la première chaîne brisée. J'ai ressenti une légèreté dans ma poitrine, une libération de pression dont je n'avais même pas pleinement conscience. J'ai continué, méthodiquement, en fouillant ma vie financière. J'avais donné mon numéro de carte de crédit à mes parents il y a des années pour les urgences. Je me suis connecté à mon compte de carte de crédit et j'ai signalé la carte comme perdue, demandant qu'une nouvelle me soit envoyée avec un nouveau numéro, une autre chaîne disparue.
Toutes les obligations financières persistantes, tout accès dérobé qu'ils avaient à mes ressources, je les ai toutes scellées, une par une. Puis je suis arrivé au plus grand, au plus formidable des carcans, l'hypothèque. Ce n'était pas un simple clic pour annuler le problème. Ma signature figurait sur ce document de prêt, une promesse juridiquement contraignante à la banque que si mes parents ne payaient pas, je serais tenu pour responsable. En tant que parajuriste, je comprenais la gravité de cette signature mieux que la plupart. Je ne pouvais pas simplement me retirer. Pour eux, mon nom sur ce papier était un filet de sécurité. Pour moi, c'était une cage. J'ai passé les heures suivantes dans un état d'intensité concentrée. J'ai récupéré ma copie de l'accord hypothécaire dans mon classeur. J'ai étalé les pages sur mon bureau, le texte juridique dans ce qui avait autrefois semblé si intimidant, ressemblant maintenant à un schéma ennemi. J'ai lu chaque ligne, chaque clause, chaque élément standard. Je cherchais une échappatoire, une stratégie de sortie, tout mécanisme légal pour me dégager. Il n'y en avait aucun. Le contrat était blindé. Les seules façons de retirer un co-signataire étaient de rembourser le prêt intégralement ou pour l'emprunteur principal de refinancer le prêt à son propre nom. La réponse était claire. Il devait refinancer. Mais je savais avec une certitude absolue qu'ils ne le pouvaient pas. Leur crédit était fichu. Et sans mes revenus et ma cote de crédit soutenant la demande, aucune banque ne les approuverait pour un prêt de cette taille. Cela signifiait qu'ils devraient vendre la maison. La pensée me traversa d'un frisson complexe. C'était la maison où j'avais grandi, le lieu de mes foires scientifiques, de mes anniversaires solitaires, de mon enfance tranquille. Mais c'était aussi le siège de leur pouvoir, la scène sur laquelle tous les drames familiaux s'étaient déroulés. La laisser partir me semblait une perte d'une partie de mon histoire, mais garder le lien me semblait sacrifier mon avenir. Et celui d'Émilie. J'ai commencé à rédiger un email. J'ai écrit et supprimé la première ligne une douzaine de fois. Un brouillon furieusement accusateur fit place à un brouillon froid et clinique. J'ai opté pour quelque chose qui n'était ni l'un ni l'autre. C'était simplement factuel, dépouillé de toute émotion. Objet, questions financières urgentes. Maman, papa, avec effet immédiat. J'ai cessé toutes les contributions à tout compte familial joint et ne fournirai aucune aide financière supplémentaire. Ma priorité est désormais uniquement la sécurité financière d'Émilie et la mienne. Concernant l'hypothèque dont je suis co-signataire, je suis légalement tenu de vous informer que je dois être retiré de ce prêt. Vous devrez entamer le processus de refinancement de la propriété à vos propres noms immédiatement. Veuillez me tenir informé de vos progrès auprès d'un agent de prêt dans les 30 jours. Sarah. Je l'ai relu. C'était parfait. C'était la voix d'une créancière, pas d'une fille. C'était impersonnel, indéniable, et cela fixait une échéance. Cela ne leur laissait aucune place à la manipulation émotionnelle. J'ai appuyé sur envoyer avant de perdre mon sang-froid. Un souffle tremblant m'échappa. J'ai ressenti un étrange mélange de terreur et d'exaltation. La guerre avait commencé. Je savais que les représailles seraient rapides et brutales. Mon téléphone allait bientôt s'illuminer de leur rage, de leur culpabilisation, de leurs accusations. Ils essaieraient de me ramener à la danse toxique familière, comme sur commande. Mon téléphone a vibré. C'était un SMS de Marc. Marc, maman vient de m'appeler en panique totale. Quel est ton problème, Sarah? Elle a dit que tu les coupes de tout après tout ce qu'ils font pour toi. Tout ce qu'ils faisaient pour moi? La supercherie était si complète, si ancrée qu'il y croyait vraiment. J'ai ressenti un éclair de colère blanche et brûlante suivi d'une profonde hélas tristesse. C'était une cause perdue, un participant volontaire à leur fantasme parce qu'il en était le principal bénéficiaire. Mes doigts volèrent sur l'écran, ma réponse courte et finale. Moi, vos parents ont laissé ma fille de 8 ans malade sur le bord d'une autoroute hier parce qu'ils avaient un emploi du temps à respecter. C'est la seule chose que vous devez savoir. Ne me contactez plus en leur nom. C'est entre eux et moi. J'ai bloqué son numéro. Une autre chaîne brisée. J'ai passé le reste de la journée en état d'hypervigilance, attendant l'inévitable explosion de mes parents. Elle ne vint pas. Le silence était plus déconcertant qu'une attaque. Je savais ce que cela signifiait. Ils étaient en vacances. Ils avaient reçu mon email, vu mon SMS à Marc,
et avaient choisi de le mettre de côté pour ne pas laisser cela interférer avec leur précieux emploi du temps. Ils étaient assis au bord d'une piscine à Orlando, sirotant des cocktails, tandis que la fille qu'ils avaient abandonnée dormait de son traumatisme dans la pièce d'à côté, et que je démantelais méthodiquement la vie qu'ils avaient construite sur mon dos. Le narcissisme pur et ahurissant de tout cela a solidifié ma détermination en quelque chose de plus dur que l'acier. Il n'y avait plus de peur. Il n'y avait plus de doute. Il n'y avait que le travail silencieux et constant de la libération. J'ai préparé à Émilie son dîner préféré, des crêpes et du bacon, et nous avons mangé dans le salon en regardant un film. Elle a ri, son rire lumineux et magnifique, et pour la première fois de la journée, la tension dans ma poitrine s'est relâchée. C'était ce qui comptait. Ce petit monde dans ce petit appartement. C'était toute la famille dont j'avais besoin, et je la protégerais quoi qu'il m'en coûte. Le prix qu'ils avaient payé pour leurs vacances était ma loyauté. Le prix qu'ils paieraient maintenant serait tout le reste. Pendant 5 jours, un silence étrange plana sur ma vie. C'était le calme avant la tempête dans tous les sens de l'expression. Je n'ai pas eu un mot de mes parents. Pas de messages vocaux en colère, pas de barrage de SMS manipulateurs. C'était comme si j'avais envoyé ma déclaration de guerre dans un vide. Je savais qu'ils étaient toujours en Floride, se prélassant au soleil avec Marc et sa famille. La pensée de cela, d'eux faisant des montagnes russes et mangeant de la nourriture de parc d'attractions hors de prix après ce qu'ils avaient fait, était un sourd bourdonnement de fureur constant sous la surface de mes jours. Pendant ce temps, je me suis concentré sur Émilie. Nous sommes allés au parc. Nous avons fait des biscuits. Nous avons construit un immense fort de coussins dans le salon et lu des livres à la lumière d'une lampe de poche. Je l'observais attentivement, cherchant les ombres persistantes du traumatisme. Elle était plus réservée que d'habitude, et elle avait commencé à se réveiller de cauchemars, ce qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Mais pendant la journée, elle était résiliente. Son esprit d'enfant se battait pour se réaffirmer. Chaque rire, chaque câlin était un renforcement de ma décision. Je faisais ce qu'il fallait. Cet espace calme et sûr que je créais pour elle valait n'importe quelle bataille à venir. Le silence se brisa un dimanche soir. Je donnais son bain à Émilie quand mon téléphone, que j'avais laissé sur le comptoir de la cuisine, a commencé à sonner. L'identifiant de l'appelant affichait « Maman ». Mon estomac se noua instantanément en une boule froide et serrée. C'était ça. J'ai pris une profonde inspiration, mon cœur martelant ma poitrine. J'ai dit à Émilie que je revenais tout de suite et je suis allé dans la cuisine, fermant la porte derrière moi. Je l'ai laissé sonner encore 2 fois, me composant, me débarrassant de la peau de la mère bienveillante et revêtant l'armure de l'adversaire au cœur froid qu'ils avaient créé. Puis j'ai répondu. « Allô » ai-je dit, ma voix plate et dépourvue de chaleur. « Sarah. » Enfin, la voix de ma mère était lumineuse, enjouée et complètement déconnectée de la réalité. C'était la voix de quelqu'un déterminé à faire semblant que rien ne s'était passé. Nous venons de rentrer il y a un petit moment. Nous avons passé un moment merveilleux. Les enfants se sont éclatés. Le temps était parfait. Je n'ai rien dit. J'ai laissé le silence planer dans l'air, une arme en soi. Sa gaieté fléchit légèrement. « Eh bien, as-tu eu mes messages » a-t-elle demandé, une légère tension dans sa voix. Elle n'avait laissé aucun message. C'était un mensonge, un test. Je n'ai reçu aucun message, ai-je répondu. Mon ton toujours isolément neutre, mais je suppose que vous avez reçu mon email. Les fausses amabilités s'évaporèrent instantanément. Sa voix devint vive, sur la défensive. Oh, nous l'avons reçu. Ton père et moi avons été malades d'inquiétude toute la semaine, Sarah. C'était une chose vraiment vicieuse à envoyer. Qu'est-ce qui t'a pris? Nous étions en vacances. Notre seule chance de nous détendre de l'année. Et tu envoies quelque chose de si cruel. La manipulation mentale était si immédiate, si réflexe, qu'elle était presque impressionnante. Elle était la victime. Moi, la personne dont ils avaient abandonné l'enfant, j'étais l'agresseur. Qu'est-ce qui m'a pris, ai-je dit, ma voix basse et dangereusement calme. C'est que ma fille a été laissée sur le bord de la route comme un déchet? C'est ce qui m'a pris. Oh, pour l'amour du ciel, ne sois pas si dramatique, claqua-t-elle. C'était une aire de repos, pas le bord de la route. Elle était parfaitement en sécurité. Nous nous sommes assurés qu'il y avait d'autres personnes autour.
C'était la seule chose logique à faire. Nous avions un emploi du temps à respecter. Nous aurions manqué notre vol. La sécurité de ma fille est plus importante que votre emploi du temps, ai-je dit. Les mots comme des éclats de glace. C'est ta gamine, Sarah, a retenti une nouvelle voix, et j'ai réalisé que mon père était maintenant sur haut-parleur. Sa voix était pleine d'une indignation bruyante. C'est ta responsabilité. Si elle fait un dégât, c'est ta faute. Nous te rendions service en la prenant en premier lieu. Un service. Emmener leur propre petite fille en voyage que j'avais payé était un service. Le sens du droit à couper le souffle était stupéfiant. Vous ne me rendiez pas service, ai-je dit, ma voix ferme malgré l'adrénaline qui courait dans mes veines. Je vous ai payé $2400 pour emmener ma fille à Orlando et la garder en sécurité. Vous n'avez pas réussi à le faire. En fait, vous avez fait le contraire. Vous l'avez traumatisée et mise en danger. Je veux mon argent. Il y eut un moment de silence stupéfait à l'autre bout du fil. Puis ma mère laissa échapper un son qui était mi-moquerie, mi-rire incrédule. Tu veux l'argent? Es-tu folle? Cet argent était pour son vol, ses billets. Il a été dépensé. Tu ne peux pas être sérieuse. Je suis parfaitement sérieuse, ai-je dit. Vous avez rompu notre accord. Vous n'avez pas fourni le service que j'ai payé, qui était un voyage sûr et agréable pour mon enfant. Par conséquent, vous me devez un remboursement intégral. Vous avez 30 jours pour me rendre les $2400. C'est incroyable, rugit mon père. Tu gagnes plus d'argent que nous tous. Tu as un emploi stable. Nous avons du mal à joindre les deux bouts et tu as l'audace de nous demander de l'argent. Après tous les sacrifices que nous avons faits pour toi en grandissant, tu nous dois. Tu nous dois pour ton éducation, pour le toit au-dessus de ta tête. Tu nous dois le respect. Le barrage de mon sang-froid finit par céder. Mais ce qui en sortit n'était pas un flot de larmes ou de rage. C'était un courant de vérité glaciale. Soyons très clairs sur ce qui est dû ici, ai-je dit, ma voix baissant jusqu'à un murmure, les forçant à se forcer à m'entendre. Je ne vous dois rien pour une enfance où j'ai été traitée comme une citoyenne de seconde zone. Je ne vous dois rien pour une éducation pour laquelle j'ai travaillé 2 emplois pour aider à payer. Je ne vous dois rien pour un toit au-dessus de ma tête que vous êtes maintenant sur le point de perdre parce que vous ne pouvez pas vous le permettre sans ma signature sur votre prêt. J'ai laissé cela planer un instant. La seule personne à qui je dois quelque chose est ma fille. Je lui dois ma protection. Je lui dois ma loyauté. Je lui dois une vie libre des personnes qui la blesseraient. Vous l'avez laissée seule. Vous avez choisi des vacances plutôt qu'elle. Cela se termine aujourd'hui. Tout se termine, ai-je poursuivi avant qu'il ne puisse m'interrompre. Alors, voici ce qui va se passer. Vous allez me rembourser les $2400 et vous allez entamer le processus de refinancement de votre maison pour retirer mon nom de l'hypothèque. Mon avocat vous contactera avec une demande formelle. Si vous ne respectez pas l'une ou l'autre de ces conditions, je poursuivrai toutes les options légales à ma disposition. Ce n'est pas une négociation. C'est une notification. L'autre bout resta silencieux pendant un long moment. Je pouvais presque entendre les engrenages de leurs esprits grincer, essayant de traiter cette nouvelle version de leur fille. Cette personne qui ne reculerait pas, qui ne serait pas manipulée, qui leur parlait dans le langage des avocats et des conséquences. Finalement, ma mère parla, sa voix dégoulinante d'une tristesse théâtrale venimeuse. Je ne sais plus qui tu es, Sarah. Tu es devenue une personne froide et haineuse. Tu brises cette famille. J'espère que tu es heureuse. Je ne la brise pas, ai-je dit doucement. Je reconnais juste enfin qu'elle était déjà brisée. Au revoir. J'ai raccroché le téléphone. Ma main tremblait. Mon corps tremblait. Mais pour la première fois de ma vie, je me suis sentie puissante. Je les avais affrontés, non pas avec émotion, mais avec des faits et des conséquences. J'avais dit la vérité sans m'excuser. La suite fut immédiate. Un flot de messages a commencé. Ma mère a envoyé de longs messages décousus sur à quel point elle était désespérée, à quel point j'étais ingrate, à quel point je détruisais sa santé par ma cruauté. Mon père a envoyé de courts SMS en colère me traitant de voleuse et de honte. Puis sont venus les messages vocaux, passant de supplications blessées à des tirades furieuses et incohérentes. Je ne les ai pas écoutés entièrement.
Je les ai tous sauvegardés dans un dossier sur mon ordinateur, le nommant « Preuve ». Puis, comme je l'avais prédit, Marc rejoignit la mêlée. Marc, maman et papa sont dévastés. Tu dois leur présenter tes excuses tout de suite. Tu déchires cette famille à cause d'un malentendu. Moi, ce n'était pas un malentendu. C'était l'abandon d'enfant. Marc, tu es hystérique. Ils ont dit qu'elle allait bien. Tu fais ça juste pour les blesser. Tu as toujours été jalouse de ma relation avec eux. C'était ça. Le cœur de son illusion. Il ne voyait pas cela comme une question de sécurité d'un enfant, mais comme un jeu de pouvoir, une rivalité fraternelle. Il ne pouvait pas comprendre que mes actions n'avaient rien à voir avec lui et tout à voir avec mon enfant. Il était tellement imprégné de la mythologie familiale de sa propre importance, qu'il était le héros de chaque histoire, et moi la méchante. Moi, cela n'a rien à voir avec toi ou la jalousie. Cela a à voir avec ma fille. Si tu ne peux pas voir cela, alors il n'y a rien de plus à dire. Je t'ai dit de ne pas me contacter en leur nom. Je bloque ton numéro maintenant. Et je l'ai fait. En 4 touches sur mon écran, j'ai coupé le dernier lien avec mon ancienne vie. La confrontation était terminée. Les lignes avaient été tracées. Ma famille, celle que j'avais connue toute ma vie, avait disparu, et à sa place se trouvait un sentiment de liberté étrange, terrifiant et exaltant. La guerre ne faisait que commencer, mais j'avais survécu à la première bataille. Dans les jours qui ont suivi la confrontation, mes parents ont intensifié leur campagne, passant des attaques privées à une campagne de diffamation publique. Ils avaient toujours été maîtres de l'image, cultivant une persona de famille parfaite, aimante et pratiquante pour leur communauté. Leur réputation était leur bien le plus précieux, et ils la maniaient maintenant comme une arme contre moi. La bataille s'est déplacée de mon téléphone vers une arène plus vaste, le groupe WhatsApp de la famille élargie, le cercle de prière de l'église et le moulin à rumeurs du quartier. Le premier indice que j'en ai eu fut un appel de ma tante Carole, la sœur de ma mère. C'était une femme gentille et douce qui m'avait toujours montré une sorte de sympathie discrète, comme si elle comprenait la dynamique de ma famille mieux qu'elle ne le laissait paraître. « Sarah, ma chérie, je voulais juste prendre de tes nouvelles », a-t-elle commencé, sa voix hésitante. « Ta mère allait bien, elle dit aux gens que tu fais une sorte de dépression nerveuse, que tu es devenu très instable et que tu fais de terribles accusations. » Mon sang se figea. Une dépression nerveuse. C'était le récit parfait. Cela me dépeignait comme irrationnel, peu fiable et hystérique. C'était un moyen classique et vicieusement efficace de discréditer une femme. Elle dit aux gens que je suis instable, ai-je demandé, ma voix tendue. Elle dit que tu essaies de leur extorquer de l'argent, a poursuivi Carole, sa voix pleine de malaise. Elle a dit que tu t'étais fâché parce qu'Émilie avait eu un peu le mal des transports, et que tu utilisais ça comme excuse pour être cruel. Elle demande à tout le monde de prier pour toi. L'hypocrisie était si profonde qu'elle en était presque stupéfiante. Ils utilisaient le langage de la compassion et de l'inquiétude comme couverture pour un assassinat de caractère. J'ai expliqué à tante Carole et factuellement ce qui s'était réellement passé. Je lui ai parlé de l'appel téléphonique, de la façon désinvolte dont ils avaient admis avoir laissé Émilie sur le bord de l'autoroute. Pendant que je parlais, le silence à l'autre bout du fil était lourd. « Oh mon Dieu, Sarah » a-t-elle finalement murmuré, sa voix pleine d'horreur. Je savais que Linda pouvait être égoïste, mais je n'aurais jamais imaginé. Laisser un enfant. Je suis tellement désolé. Sa croyance fut un petit réconfort, mais ce n'était qu'une voix contre le cœur que mes parents orchestraient. Les effets de leur campagne sont devenus rapidement apparents. J'ai reçu un SMS d'un cousin dont j'avais toujours été proche. « Salut, je suis vraiment inquiet pour toi. Ta mère a dit que tu n'allais pas bien. Fais-moi savoir si tu as besoin de parler à quelqu'un. » Le sous-texte était clair, tu es le problème ici. Quand je suis allé à l'épicerie, j'ai vu une femme de notre ancienne église. Elle avait toujours été chaleureuse et amicale. Mais cette fois, elle m'a jeté un regard écarquillé et apitoyé, puis s'est dépêchée de changer d'aller comme si j'étais contagieuse. J'étais rejeté, jouant le rôle de la fille ingrate et instable qui persécutait ses pauvres parents aimants. Pendant un certain temps, l'isolement a été écrasant. Ils tournaient le monde contre moi, utilisant leur image soigneusement élaborée comme un bouclier pendant qu'ils me poignardaient dans le dos. Il y avait des moments au milieu de la nuit où je restais éveillé et je me demandais si j'étais folle. Avais-je réagi de manière excessive ?
Étais-je celle qui détruisait tout? La manipulation mentale était si intense qu'elle commençait à s'infiltrer dans les fissures de ma propre conviction. Mais ensuite je regardais Émilie. Je me souvenais de son petit corps tremblant quand je la tenais dans ce parking d'air de repos désert. Je me souvenais de ses mots murmurés, ils ont dit que j'avais tout ruiné, et ma détermination se durcissait à nouveau. Il ne s'agissait pas de ma réputation. Il s'agissait d'elle. J'étais son bouclier et je ne les laisserais pas me briser. Le point de bascule, le moment où le récit entier s'est effondré, est venu de la personne à laquelle je m'attendais le moins, mon père. Il avait toujours été le partenaire passif des manœuvres sociales de ma mère. Elle était la reine de la manipulation émotionnelle. Il était l'enflé et auto-juste complice qui soutenait ses jeux. Mais son arrogance était sa faiblesse. Il croyait vraiment et profondément en sa propre rectitude. Il croyait n'avoir rien fait de mal. Il était dans un échange de SMS avec son propre frère, mon oncle Steve, qui vivait hors de l'État. Steve avait entendu les commérages familiaux et avait appelé mon père pour lui demander ce qui se passait. Mon père, frustré d'être interrogé et désireux de défendre ses actions, décida d'exposer son cas rationnel par SMS. Cette nuit-là, tante Carole m'a transmis la capture d'écran de la conversation. Mes mains tremblaient en la lisant. Oncle Steve, Bill, j'entends des choses folles. C'est quoi cette histoire de toi qui laisse Émilie sur le bord de la route? Mon père, tout est exagéré par Sarah. Elle est hystérique. Nous l'avons laissée dans une aire de repos parfaitement sûre. C'était la seule option logique. Oncle Steve, logique? Elle a 8 ans. Vous n'auriez pas pu faire demi-tour ou prendre un hôtel? Mon père, et perdre tout cet argent et rater notre vol? Marc et sa famille nous attendaient. Nous avions un emploi du temps. Nous avions des obligations. Nous avons fait ce que nous devions faire. Tout parent rationnel ferait de même. Nous avions un vol à prendre. C'était là, imprimé en noir et blanc, de ses propres mots. Pas une excuse, pas un soupçon de remords, juste un calcul froid et insensible. Un vol était plus important qu'un enfant. Sa croyance inébranlable que ses actions étaient non seulement acceptables, mais rationnelles. Il avait avoué le crime essentiel, non pas l'acte de la laisser, mais l'état d'esprit qui l'avait rendu possible. Ma tante Carole était consternée. Elle avait vu les textes de ses propres yeux. Elle avait été la cible des appels téléphoniques manipulateurs de ma mère. Elle avait entendu ma version de l'histoire et maintenant elle avait la preuve. « Qu'est-ce que tu veux faire avec ça, Sarah ?» m'a-t-elle demandé au téléphone. J'ai réfléchi un instant. Je pouvais le garder, le sauvegarder pour une bataille juridique, mais j'ai réalisé que cette guerre n'allait pas être gagnée devant un tribunal. Elle allait être gagnée devant le tribunal de l'opinion publique, le même tribunal que mes parents avaient essayé d'utiliser contre moi. Je pense, ai-je dit lentement, que toute la famille mérite de connaître la vérité. De ses propres mots. Tante Carole a accepté. Ce soir-là, elle a posté la capture d'écran dans le groupe WhatsApp de la famille élargie, le même groupe que ma mère utilisait pour répandre ses mensonges. Elle a ajouté une simple légende, je pense que tout le monde devrait voir ça. C'est de ça qu'il s'agit. Priez pour Émilie. L'effet fut instantané et explosif. Le groupe, qui avait été rempli des demandes de prières passives-agressives de ma mère pour moi, est tombé complètement silencieux pendant environ 10 minutes. Puis les notifications ont commencé. Un par un, les membres de la famille ont commencé à réagir. Un emoji pouce vers le bas d'un cousin. Un emoji visage choqué d'une autre tante. Puis les messages ont commencé. Bill, as-tu vraiment écrit ça? Linda, est-ce vrai? C'est horrible. Ma mère a essayé de contrôler les dégâts. C'est tiré de son contexte. Sarah vous manipule tous. Mais il était trop tard. Les mots étaient là, indéniables, et écrits de la propre main de mon père. Le masque n'avait pas seulement glissé. Il avait été arraché. Personne ne pouvait faire passer la phrase, tout parent rationnel ferait de même. L'arrogance pure de cette déclaration a exposé la vérité plus efficacement que n'importe quelle accusation que j'aurais pu faire. L'image soigneusement construite de la famille Collins, parfaite et aimante, implosa en l'espace d'une soirée. Les chuchotements dans les bancs de l'église changèrent de direction. Les regards de pitié que j'avais reçus étaient maintenant dirigés vers mes parents. Leur téléphone, qui avait été occupé par leur campagne de diffamation,
sonnèrent maintenant d'un autre type d'appel. Des appels de condamnation, de choc, de dégoût. Ils avaient construit leur monde entier sur une fondation de perception publique. Et cette fondation venait de s'effriter en poussière. Ils étaient isolés, exposés, et pour la première fois de leur vie, ils n'avaient personne à blâmer sinon eux-mêmes. Ma vengeance ne fut pas un événement bruyant et flamboyant. Ce fut un processus silencieux et inexorable, comme regarder la marée se retirer, laissant derrière elle les débris qui avaient été cachés sous les vagues. Ayant perdu la guerre de l'opinion publique, mes parents furent confrontés à une bataille plus pratique et dévastatrice, celle contre leur propre incompétence financière. Pendant des décennies, leur style de vie avait été un château de cartes construit sur les bases de l'ego de mon frère, de leur propre irresponsabilité et de mon argent. J'avais juste retiré ma carte du bas, et toute la structure commençait à chanceler. Le premier domino à tomber fut l'hypothèque. Fidèle à ma parole, mon avocat leur envoya une lettre formelle, juridiquement contraignante. Elle stipulait qu'en tant que co-signataire cherchant à être libéré du prêt, je leur demandais de refinancer la propriété à leur propre nom dans les 90 jours. S'ils ne le faisaient pas, nous serions contraints de poursuivre une vente par licitation de la propriété. C'était une manœuvre juridique standard, mais pour eux, je suis sûr que cela ressemblait à une déclaration de guerre totale. Ils ne répondirent pas à la lettre. Ils pensaient probablement que s'ils l'ignoraient, elle disparaîtrait. Ils avaient passé leur vie à ignorer les conséquences, mais une échéance légale n'est pas la supplication d'une fille. Elle ne peut être écartée ou manipulée émotionnellement. Après que les 90 jours se soient écoulés sans aucune action, mon avocat déposa la pétition pour forcer la vente. Le jour où le panneau « à vendre » fut planté sur leur pelouse, fut étrange pour moi. Tante Carole appela pour me le raconter. J'ai ressenti une vague de quelque chose qui n'était pas tout à fait un triomphe, mais un sentiment de vindication sombre et lugubre. Cette maison était un musée de mon malheur d'enfance. C'était l'endroit où mes réalisations étaient minimisées et celles de mon frère encadrées au mur. La voir à vendre, c'était comme regarder l'incarnation physique du dysfonctionnement de ma famille être mise sur le marché. Mais il y avait aussi une pointe de tristesse. Un deuil pour le foyer heureux qu'il n'avait jamais été. Pour l'enfance que j'aurais dû avoir entre ces murs. La vente forcée fut une humiliation publique. Leurs amis et voisins virent tous le panneau. Les chuchotements à l'église passèrent de leurs manquements moraux à leurs échecs financiers. Ils furent contraints d'organiser des portes ouvertes, de laisser des étrangers traverser leurs pièces, jugeant leur possession, leur vie. La maison se vendit rapidement, mais pour moins que ce qu'ils devaient, une conséquence de leurs années de négligence et de la nature urgente de la vente. Ils repartirent avec rien d'autre que leur dette restante. C'est alors qu'ils se tournèrent vers leur enfant prodige. C'était le moment où la mythologie familiale était censée devenir réalité. Marc, le fils sur lequel ils avaient déversé tout leur amour, leurs ressources et leurs éloges, était censé intervenir et les sauver. Il était leur héros, leur grande réussite artistique. Ils se présentèrent à sa porte, un camion U-Haul rempli de leurs vies emballées garé sur le trottoir, s'attendant à être accueillis. L'histoire de ce qui se passa ensuite me fut racontée à nouveau par tante Carole, qui l'avait entendue de la femme désemparée de Marc. Marc les avait refusés. Il s'était tenu dans son propre pas de porte, avait regardé ses parents désespérés et sans abri et avait dit non. Sa femme rapporta qu'il avait crié « Je ne peux pas vous laisser me couler aussi. J'ai ma propre famille à penser. Je n'ai pas l'argent pour vous soutenir. » Ce fut la trahison ultime et la plus dévastatrice de leur vie. Le fils qui ne pouvait rien faire de mal, celui pour lequel ils avaient sacrifié le bien-être de leur autre enfant, les avait abandonnés aussi froidement qu'ils avaient abandonné Émilie. Il avait trop bien appris leur leçon centrale, quand quelqu'un devient un inconvénient pour votre style de vie, vous le coupez. Leur investissement n'avait rien rapporté. L'enfant prodige n'était que du laiton doré. Leur chute fut rapide et brutale après cela. Sans mon soutien financier et sans maison, leur monde rétrécit. Ils déménagèrent dans un appartement exigu et déprimant de 2 chambres dans un complexe délabré de l'autre côté de la ville. La deuxième chambre, j'ai entendu dire, était remplie de cartons de leurs affaires qui ne rentraient pas. Ensuite, la voiture fut saisie. C'était la même voiture qu'ils avaient conduite en Floride. Celle avec les nouveaux tapis de voiture que ma fille avait ruinés. Les paiements du prêt, que je soupçonne d'avoir subventionné sans le savoir pendant des années, étaient trop lourds pour eux. Un matin, elle avait simplement disparu du parking de leur complexe d'appartements. Leur cercle social,
qui était construit sur l'illusion de leur vie heureuse et réussie, s'évapora. Leurs amis cessèrent de les inviter à des dîners. Ils n'étaient plus le couple admirable avec la famille parfaite. Ils étaient le couple déshonoré vivant dans un appartement miteux dont le fils ne voulait rien savoir et dont la fille les poursuivait en justice. Ils étaient un exemple à ne pas suivre. Leur honte était une chose palpable, un nuage qui les suivait partout. À travers tout cela, je n'ai rien fait. Je n'ai pas appelé pour jubiler. Je n'ai pas passé en voiture devant leur nouvel appartement. Ma vengeance était mon absence. Ma vengeance était le silence de mon compte bancaire. Ma vengeance était la vie tranquille et paisible que je construisais avec ma fille. Pendant que leur monde s'effondrait, le mien s'élargissait. J'avais pris l'argent qui allait autrefois à leur fonds d'urgence et en avait commencé un nouveau, le fonds d'études d'Émilie. J'ai pris l'argent que j'aurais dépensé pour des vacances en famille et j'ai inscrit Émilie à des cours d'art, quelque chose qu'elle avait toujours voulu faire. Chaque œuvre d'art qu'elle ramenait à la maison. Chaque histoire qu'elle me racontait sur sa journée était un témoignage de ma victoire. La joie tranquille dans notre petit appartement était plus réelle et plus précieuse que n'importe quelle somme d'argent ou n'importe quel titre de famille creux. Ils avaient pensé que ma force était mon revenu, une ressource à exploiter. Ils n'avaient jamais compris que ma vraie force était mon amour pour ma fille. En la menaçant, ils avaient déchaîné en moi un pouvoir dont je ne soupçonnais pas l'existence. Je n'avais pas besoin de les regarder brûler. J'avais juste besoin de cesser d'être leur extincteur. Ils avaient créé leur propre brasier, et maintenant ils étaient laissés à se tenir dans les cendres. Un an plus tard, un beau matin ensoleillé d'avril, Émilie et moi nous tenions devant le château de Cendrillon à Orlando. Il était encore plus grand et plus magique qu'elle ne l'avait imaginé. Son visage, tourné vers le ciel d'un bleu impossible, était une image parfaite de joie pure et non frelatée. Elle portait une robe de princesse que nous avions choisie ensemble, sa main serrant une barre de glace en forme de Mickey Mouse à moitié mangée. J'avais utilisé l'argent de mon fonds florissant pour la future maison pour l'amener ici moi-même. Ce voyage n'était pas une tentative désespérée d'acheter de l'affection ou d'assurer une place dans une famille. C'était une célébration de notre propre petite famille à nous deux. Il s'agissait de remplacer un souvenir traumatisant par un souvenir triomphant. Nous avons passé 5 jours dans un tourbillon de rire et de plaisir. Nous avons fait 2 fois toutes les attractions pour lesquelles elle était assez grande. Nous avons rencontré toutes les princesses, remplissant son carnet d'autographes de leurs signatures parfaites et ondulantes. Nous avons mangé de la malbouffe jusqu'à ce que nos estomacs nous fassent mal et sommes restés éveillés tard pour regarder les feux d'artifice exploser au-dessus du château, sa petite tête reposant sur mon épaule. Un après-midi, alors que nous descendions la rivière tranquille du parc aquatique, Émilie m'a regardé avec la perspicacité soudainement sérieuse que seuls les enfants possèdent. « C'est bien mieux que mon premier voyage en Floride, maman », a-t-elle dit. J'ai souri, mon cœur me faisant mal d'un mélange d'ancienne douleur et de nouveau bonheur. Je suis si contente que tu penses ça, ma chérie. Moi aussi. J'ai pensé à mes parents. Je ne leur avais pas parlé depuis plus d'1 an. Je savais par tante Carole qu'ils vivaient toujours dans ce petit appartement, que la santé de mon père avait décliné, et qu'ils étaient financièrement et socialement isolés. Marc gardait toujours ses distances. Il fut un temps où cette nouvelle aurait pu m'apporter un sentiment de satisfaction, de victoire. Mais debout là sous le chaud soleil de Floride, la main heureuse et collante de ma fille dans la mienne, je ne ressentais rien. Ce n'était ni de la colère, ni de la pitié, ni même du triomphe. C'était juste un sentiment de distance tranquille. Leur vie était les leurs. Une histoire se déroulant dans un livre que j'avais refermé depuis longtemps. Ma vengeance n'a jamais été leur destruction. Il s'agissait de ma propre survie. Il s'agissait de créer une vie où leur toxicité ne pourrait plus m'atteindre, ni atteindre mon enfant. La paix que je ressentais ne venait pas de leur pardon pour ce qu'ils avaient fait. Certaines choses sont impardonnables. La paix venait de mon pardon à moi-même. Me pardonner les années que j'ai passées à essayer de gagner un amour qui n'était jamais disponible. Me pardonner de ne pas avoir vu leur vraie nature plus tôt. Me pardonner d'avoir cru que ma valeur était négociable. En regardant ma fille barboter et rire dans l'eau, j'ai réalisé que chaque dollar que j'avais gaspillé à essayer d'acheter leur amour était maintenant réaffecté. Il construisait sa joie. Il finançait son éducation. Il créait ces moments, ces souvenirs qui étaient vraiment inestimables. Le vide qu'ils avaient laissé dans ma vie n'était pas un espace vide. C'était un terrain fertile. Et de lui,
quelque chose de nouveau, de fort et de beau avait grandi.